Bonjour et bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour est M. Albert Dieka, secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis et communicateur de la majorité présidentielle en RDC. Merci M. Dieka d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Droit de Cité. Monsieur Dieka, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et bienvenue à Paris puisque c'est la première fois en tout cas que vous participez à notre émission Droit de Cité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Dieka, vous êtes donc le communicateur de la majorité présidentielle, mais surtout, votre poste, c'est d'être le secrétaire général adjoint du parti CCU, qui a une vraie personnalité à sa tête, qui est monsieur Lambert Mende. Comment réussissez-vous à travailler avec cette personnalité qui est monsieur Lambert Mende? Bien sûr, c'est vos valeurs de toute une école. Vous savez, on dit en français que ce qui s'assemble se ressemble. Nous puisons tous dans les labyrinthes de l'idéologie encore qui vaut la peine d'être enseignée, l'idéologie lumumbiste. Je crois que c'est ça la magie. Lambert Mende aujourd'hui représenterait l'idéologie lumumbiste? C'est tout un clan, mais je ne connais pas un seul Congolais qui puisse se dénier le droit d'être lumumbiste, sauf que nous avons pris l'engagement de ressusciter les idées pour lesquelles Lumumba avait sacrifié de sa liberté, l'idée de l'unité nationale, l'idée de l'économie autocentrée, l'idée de la souveraineté de la République démocratique du Congo et l'idée de l'émancipation du peuple congolais. Alors, aujourd'hui, votre parti participe au gouvernement en RDC depuis plusieurs années. Est-ce que vous retrouvez cette idéologie lumumbiste lorsque vous parlez de tout ce que vous venez de décrire en fait là? Est-ce que c'est encore quelque chose de lisible au sein de ce gouvernement? C'est trop lisible, sinon c'est cette coalition qui nous permet de résister contre les convoitises extérieures. N'oublions pas que le président Joseph Kabila Kabange est un enfant né des labyrinthes de lumumbisme et ce n'est pas peut-être le moment de retracer toute l'historicité, mais Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, c'est l'école du nationalisme congolais. En quoi aujourd'hui les actions du président Joseph Kabila témoignent d'une sorte de nationalisme? Vous savez que le pays était au bord de l'éclatement. Tous ceux qui tirent à boulet rouge aujourd'hui sur Joseph Kabila Kabange ne se posent pas de questions d'où nous venons. Nous qui sommes restés au pays, vous savez que nous avons inventé un miracle qui s'est passé nulle part au pays où nous sommes arrivés à partager le pouvoir. Vous avez connu la formule 1+4. Ce n'était que dans la peau du nationalisme pour accepter de mourir dans notre ego de nationaliste pour renaître dans la République. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui s'estiment être candidats, avoir l'ambition de vivre dans un pays souverain, un pays qui vise son émergence, c'est parce que Joseph Kabila Kabange s'est déployé pour acheter à n'importe quel prix l'unité de la République démocratique du Congo qui était menacée d'explosion. C'est ça la valeur nationaliste, c'est ça le combat qu'a mené Joseph Kabila Kabange, qui a un lien direct avec le combat de Lumumba et le combat de Mosé. Alors, ce combat mené par le président Joseph Kabila, que vous défendez aujourd'hui, semble tout de même être un peu entaché de certaines irrégularités. On parle de plusieurs crimes, on parle de plusieurs assassinats. Comment réussissez-vous à défendre ce bilan émaillé d'autant de morts? Bon, on parle souvent de morts, on ne compte pas cette abondance de crimes dont le peuple congolais est victime. On ne parle que de ce que l'on veut faire attribuer au gouvernement dirigé par Joseph Kabila Kabange, parce que sa tête ne plaît pas à des groupes d'intérêt. Mais excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il suffit simplement de dire que c'est la personne de monsieur Joseph Kabila qui ne convient pas, lorsqu'on a des manifestants qui sont assassinés à balles réelles par des policiers, lorsqu'on a des personnalités politiques qui sont emprisonnées? Vous parlez de personnalités qui sont bastonnées.
Et heureusement que nous sommes sur le territoire français, qui est un territoire de promotion de droit, un pays de longue civilisation. Beaucoup parlent de ce mort, ne parlent pas de déficit de citoyens dans les chefs des organisateurs de manifestations. Vous savez, même ici à Paris, vous ne pouvez pas, au nom d'une certaine église, dire non, s'il y a 300 paroisses ou points focaux d'une certaine église ici en France, et qu'on autoriserait de ces 300 points et que les gens sortent de partout sous prétexte de la liberté d'expression. Mais en janvier 2015, oui, lorsqu'il y a eu plus de 46 morts, chiffre officiel d'ailleurs communiqué par votre leader, M. Lambert Mende, ces 46 morts avaient eu une autorisation de manifester. Je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'il y a une calamité qui s'est passée dernièrement? Parce que c'est là où nous avons avoisiné une je vous parle quarantaine. de janvier 2015. Oh, ok, excusez-moi. Vous voyez par exemple la liberté, la notion même de la liberté d'expression. Si vous consultez notre livre sacré qui est la Constitution, cette liberté sur toute forme de liberté est conditionnée par 3 faits. Il y a un, que vous ne puissiez pas entraver la loi, les lois de la République. 2, que vous ne puissiez pas entraver les bonnes mœurs. 3, et alors il faut que vous acceptiez d'être encadré par l'autorité municipale. Mais en République démocratique du Congo, malheureusement, il est de notre devoir, nos partis politiques, de devoir des églises, de devoir de l'État, d'apprendre au peuple congolais comment manifester. Parce que nous avons connu des marches, par exemple à celle que vous faites allusion là, où des gens ont marché à tenue d'Adam et Ève. Nous avons connu des marches où les gens ont marché à la Kalachnikov. Nous avons connu des marches où les policiers ont été lynchés. C'est une raison légitime pour les policiers de tirer à balles réelles sur les populations? Il n'y a pas de raison légitime que les policiers soient brûlés. Il n'y a pas aussi de raison légitime qu'on puisse mettre fin à la vie d'un citoyen. Mais je vous dis, ce sont les dégâts causés par le déficit du citoyen de la part des organisateurs de manifestations et de la part aussi des manifestants eux-mêmes. Combien de fois en République démocratique du Congo, votre pays, vous n'avez pas appris qu'au lieu d'une marche dite pacifique, les particuliers ont fait le frais par le pillage? Cela, nous voulons vivre le cas de manifestation et dans la notre responsabilité pays des organes de sécurité, de la police, qui doivent sécuriser toute marche. Ils doivent sécuriser, oui. Je vous donne raison. Mais il faudrait aussi que le citoyen sache qu'au même moment qu'il est en train de manifester, d'autres citoyens ont la liberté aussi de vaquer à leurs occupations. Pas comme nous sommes en République démocratique du Congo, un parti politique qui appelle à la marche et on voit des tracts où on dit personne ne sort. Et même les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école. Est-ce que connaissez-vous ici en France de telles manifestations? Ou si c'est un tel parti politique qui appelle à manifester, eh bien on jette des tracts, que personne n'aille au service, qu'aucun élève n'aille étudier. Est-ce que c'est ça la liberté d'expression? La liberté d'expression passe également par une liberté pour les acteurs politiques. Aujourd'hui, malgré ce qu'on appelait la décrispation du climat en RDC, on voit encore une fois qu'il y a certaines personnalités qui sont emprisonnées, des chaînes de télévision appartenant à des leaders de l'opposition qui n'émettent toujours pas. Est-ce que c'est de cette manière-là que la RDC va pouvoir résoudre le mal qu'elle connaît aujourd'hui? D'abord, je demande de la façon la plus catégorique toutes vos affirmations. 1. Il s'agit de supposés leaders politiques. Et même je suis ici en France et j'ai suivi un débat où un renégat de la majorité présidentielle affirme ici qu'il y a des personnalités emblématiques en prison. Mais allez poser la question à ce monsieur-là. Parce que grâce au pays que Kabila a stabilisé, que ce monsieur a eu même la chance d'améliorer son cursus académique, il était l'avocat qui a plaidé en charge d'une personnalité qui est en prison. On parlait de Francis Kalombo. Bien sûr, allez poser la question à l'avocat Francis Kalombo, qui a plaidé en charge de Diomi Ndongala, qui est aujourd'hui retenu en prison. Oui, pour question de viol. Monsieur Mouyambo est bien retenu aujourd'hui en prison. Pour de faits privés, il ne faudrait pas qu'on nous apprenne que sous prétexte d'être un homme politique, il faut sacrifier toutes les infractions de droit commun. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez accepter que si on attrape quelqu'un avec votre épouse, eh bien qu'il soit gracié parce que, sous prétexte qu'il est homme politique?
Il y a le code pénal en République démocratique du Congo. Mais on a parlé de crispation. Oui. Donc ces leaders-là, puisqu'apparemment la situation est tendue et que ces leaders-là pouvaient emmener finalement, aider afin que la situation soit un peu plus relâchée, qu'on arrive à avancer, pourquoi les maintenir en prison puisque le président de la République peut leur offrir la grâce présidentielle? Moi je parle de la justice, vous parlez de prison. Je dis si un citoyen est poursuivi pour le fait de droit commun, mais il y a toute autre procédure qu'il faut adopter, il peut aller en appel. Alors il ne faut pas instaurer l'anarchie au nom de personnalités politiques. Je vous dis qu'il y a le code pénal congolais qui codifie les infractions. Et le viol n'est pas inventé en République démocratique du Congo. Vous êtes journaliste, connaissez-vous un seul pays où on fait l'apologie des viols? Est-ce que connaissez-vous un seul pays où, quand vous êtes poursuivi pour raison de stélionnat ou de détournement de deniers publics, que cela soit assimilé comme signe de décrispation? Nous voulons que ces citoyens qui sont poursuivis par la justice de leur pays puissent utiliser les mécanismes légaux connus. Monsieur Dieka, est-ce que vous connaissez aussi un pays, ou connaissez-vous, pardon, un pays qui aurait déjà gazé des croyants en plein culte? Revoyez bien les images. Qui prennent le devant? Ce sont des prêtres, ce sont des religieux. Il y a une contradiction. Est-ce normal de les gazer? Non, écoutez, mais est-ce que c'est normal que les églises soient servies comme des sanctuaires politiques dans un pays laïque? Dans un pays qui a une vocation laïque. Juste répondre à cette question, est-ce normal aujourd'hui de gazer une église? Il n'est pas normal, tout comme aussi il n'est pas normal de violer le sens des accords signés entre la République démocratique du Congo et le Vatican, qui est la source de l'Église catholique. Les Vatican, avec le texte que j'ai ici, et que je peux peut-être vous laisser une copie, interdit que l'Église soit utilisée comme sanctuaire à l'opposition. Et c'est là où nous avons été étonnés par des propos de rare violence prononcés par le cardinal que nous n'avons pas reconnu. Monsieur Dieka, c'est bien le président Joseph Kabila qui a sollicité l'Église via la Senko. Oui, le président. C'est bien le président Joseph Kabila. Celui qui a donné mandat à la Senko. Encore faudrait-il vous préciser que ce n'est pas la Senko qui a fait cet appel. Mais la Senko avait rendu... Mais la Senko, c'est aussi l'Église. La Senko est constituée de personnalités de l'Église catholique. Il faut aussi dénoncer cette démarche concurrentielle avec les institutions. On a fait appel à l'Église comme médiation. L'Église a rendu le rapport. Il ne faudrait pas nous ramener au temps révolu où l'Église romaine, croyait que le politique lui-même, l'Église catholique, dans les accords. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Église se sent concernée, parce qu'ils ont été à l'initiative de cette signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'Église n'a pas été à l'initiative, c'est l'initiative du président Kabila. Et c'est là où nous dénonçons la démarche concurrentielle avec les institutions. Et je vous dis que la Senko avait rendu son rapport. Ils ont été le moteur qui a permis... Non, c'est Joseph Kabila qui est le moteur. Il a donné mandat... Sans l'Église, il n'y aurait pas eu l'inclusivité, M. Dieka. Mais sans Kabila, il faut dire sans Kabila. Pourquoi vous dites sans l'Église? Parce que c'est l'Église catholique qui a permis cela, qui a permis de voir le rassemblement et les autres venir autour de la même table. Il faut éviter de reproduire dans notre pays ce qui est en train de pourrir d'autres pays voisins que je ne vais pas citer ici. Il ne faut pas nous ramener aujourd'hui que l'Église catholique se prononce, et demain que l'Église kimbanguiste se prononce, le lendemain c'est l'Église musulmane qui se prononce. Non, nous voulons aussi qu'il y ait la liberté de foi. Moi-même qui vous parle, je suis chrétien catholique. Alors le président Kabila n'aurait jamais dû solliciter l'Église catholique, si je comprends bien vos propos. Le président de la République peut même faire appel à vous pour jouer à la médiation. Ce n'est pas pour autant que quand on fait appel à vous, vous devenez partie intégrante d'une institution. Et c'est cela que nous dénonçons, dans la démarche qui consiste à des invectives par le cardinal. Un homme que nous connaissons pondéré, un homme que nous connaissons de grandes valeurs et qui prononce maintenant des invectives, des injures sur les institutions de la République. Et c'est ce qui ressemble aujourd'hui à un service job après service. Est-ce que répond-il à la satisfaction de groupes d'intérêt? Est-il manipulé? Parce que vous avez vu le pape aller en Birmanie. Il y a un mal en Birmanie qui oppose le gouvernement et une minorité persécutée. Mais le pape qui se veut
un médiateur objectif qui se veut l'église au milieu du village. L'avez-vous entendu nommer les responsables de gouvernement ou quoi que ce soit? Nous, c'est ce que nous reprochons à certaines catégories de l'église catholique qui est restée nostalgique d'une certaine époque révolue. Nous ne sommes plus du temps où l'État allait confesser auprès de l'église. Alors, je voudrais savoir quelque chose, M. Albert Dileka. Connaissez-vous le mot à la mode actuellement au Congo? Le mot à la mode. Bon, écoutez, nous avons des problèmes, mais nous ne sommes pas le seul pays à avoir des problèmes. Non, le mot MOT. Oui. Mais alors, il y a les plus grands mots, c'est que nous avons accumulé un retard pour organiser les élections. Et les plus grands défis aujourd'hui aux yeux du peuple congolais, c'est l'organisation des élections qui détermine à qui le peuple congolais veut confier les responsabilités. Alors, faire ça en dehors de l'implication de la population. Je vous aider, monsieur. C'est promouvoir une idéologie putschiste. Aujourd'hui, tout Congolais use du mot médiocre. Oui. Bon, écoutez, et cela... Qui sont les médiocres au Congo aujourd'hui? Bon, ça m'étonne que le cardinal ait choisi une catégorie qui venait à peine de traverser la rivière de l'immoralité, et c'est comme si ce sont ceux-là qui deviennent des saints opposés à ceux qui sont au pouvoir. C'est cela ce que nous reprochons au cardinal qui ne devrait pas procéder par les nivellements, par les bas, par l'insulte, par des invectives. Il va jusqu'à utiliser les slogans qui a pourri le monde arabe. Les médiocres dégagent. Vous voyez, aux yeux de cardinal... Mais existe-t-il des médiocres en RDC? Tout comme nous ne militons pas pour la promotion d'une société élitiste. Sinon, ça serait l'injure contre une frange... Mais qui sont ces médiocres auxquels fait allusion le cardinal Monsengo? Le cardinal Monsengo est un homme imbu de lui-même. Pour lui, tout médiocre est celui qui n'a pas fréquenté les écoles de blanc. C'est tout simplement ça. Sinon, comment voulez-vous que nous... Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de sapeurs-pompiers ou nous avons besoin de pyromanes? Nous avons besoin de gens qui apaisent les esprits. Et nous ne croyons pas que cette façon de nommer une catégorie de responsables au pouvoir est une façon d'apaiser les esprits. C'est là où nous disons au cardinal que nous n'avons jamais reconnu comme tel. Il faut qu'il revienne à remettre notre église, parce qu'il y a aussi un certain usage abusif de ce mot chrétien. Nous avons aussi des églises de réveil. Je vous ai cité l'église Kimbanguiste, les musulmans, ils sont là. Les églises de réveil qui sont fortement dénoncées concernant la manipulation qu'ils opèrent au sein de la population. Non, il faut faire attention. Cette démarche de l'église catholique, de certains responsables de l'église catholique, apparaît comme rescousse à une frange radicalisée de l'opposition qui, aujourd'hui, quand ils lancent des mots, le peuple ne répond pas. Et c'est cela où nous trouvons que le cardinal s'acoquine avec les immoraux, et bien pour retourner comme pas Fragonnerie pour dire que ce sont les dirigeants qui sont des médiocres. Non, pour nous, pour le cardinal, le médiocre, c'est celui qui n'a pas fréquenté l'école des Blancs. Et dommage que le cardinal est resté nostalgique d'une époque, comme je vous ai dit, où l'État allait confesser auprès de l'église romaine de la secte catholique. Monsieur Albert Dileka, aujourd'hui vous êtes donc secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis. Vous êtes également communicateur de la majorité présidentielle. Vous occupez également un poste de conseiller en charge des droits humains et genre au ministère de la communication auprès du porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende. Est-ce que vous trouvez-vous normal de cumuler autant de postes dans un pays qui nécessite peut-être une pluralité sur son échiquier de fonctionnaires ou d'acteurs politiques? Je ne sais pas où est-ce que vous voyez cumul. Je suis un citoyen congolais, j'appartiens à un parti. Il y a plus de 700 partis politiques. Le mien s'appelle la Convention des Congolais Unis. Et puis, je suis un citoyen congolais, je travaille. Je suis travailleur de l'État. Et je travaille et je suis payé et je vis de mon salaire comme conseiller. Vous n'allez pas reprocher à tous les Congolais qui sont des conseillers. Mais l'appartenance dans une grande famille politique qui est la majorité présidentielle, la coalition au pouvoir, c'est pour cela que je suis communicateur. Et là, je ne perçois pas le salaire du trésor. On ne parle pas du salaire, mais je ne vois pas où est-ce que vous voyez le problème. Trois fonctions pour une seule personne. Pensez-vous être disponible
de la même manière, pour votre poste de conseiller en charge des droits humains au ministère, tout comme votre fonction de communicateur qui vous fait déplacer aujourd'hui à Paris, et également votre poste de secrétaire général. Ça vous fait plusieurs fonctions. Comment gérez-vous ces trois activités? Faisons la part des choses. Conseiller, je travaille de 8 heures, le service se termine à 15 heures. Et je suis rémunéré par le Trésor public. Et c'est une fonction politique. Je ne relève pas de l'administration publique. Tout ce qui reste, c'est privé, les partis politiques, les coalitions. Ça n'empiète pas sur vos autres activités. Pas. Et comme communicateur, je travaille de 6h à 6h. Je n'ai pas de temps, même à minuit. Et c'est pourquoi je suis ici. Au moment où je suis ici, comme communicateur. Vous n'êtes pas au poste au ministère au moment où vous êtes ici, puisque actuellement vous êtes là en tant que communicateur de la majorité présidentielle. J'ai pris toutes les dispositions légales pour me déplacer et venir en France. Je ne suis pas absent de mon lieu de service. Il n'y a pas cumul. Alors, vous êtes venu en France, on a introduit l'émission, mais on a omis de préciser l'objet de votre venue en France. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ou nous expliquer, pardon, l'objet de votre... L'objet de notre mission, c'est pour... Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un hiatus entre la communauté congolaise vivant à l'étranger et la mère patrie. Alors nous sommes en train de faire un effort pour recréer ce lien affectif entre la diaspora et leur mère patrie. Il ne faudrait pas que notre diaspora se comporte comme une diaspora rebelle par rapport à la mère patrie. Dans d'autres pays, ce sont leurs enfants qui sont allés ailleurs, qui ont ramené le développement dans leur pays. Et nous pouvons recréer ce lien affectif et faire des échanges avec vous que beaucoup plus nous montrer les biceps. Je ne veux pas reprendre le mot parce que je ne vois pas dans la diaspora seulement que des combattants. Et je sais qu'il y a aussi des combattants positifs qui ont quand même l'amour de leur patrie. C'est dans ce sens de rétablir les chaînes de communication entre la mère patrie et la diaspora congolaise que nous sommes venus. C'est une mission salutaire parce que nous avons compris qu'il y a la désinformation et l'intox qui essayent un peu de monter nos compatriotes de l'extérieur contre leur mère patrie. Et c'est une mission d'échange. Je crois que ça vaut la peine d'être relayé. Je crois que quelles sont ces informations que vous qualifiez d'intox qui seraient diffusées au sein de la diaspora? L'utilisation abusive, par exemple, des réseaux sociaux. On vous fait monter ici des gens qui seraient morts et ressuscités, et morts et puis ressuscités. C'est anormal. On vous fait ici des bilans exagérés. Par exemple, à l'événement auquel vous faites allusion, on est en train de faire circuler. Je vous ai donné des chiffres officiels communiqués par M. Lambert Mende. Oui, même ces chiffres officiels. Mais par rapport, parce que vous savez la stratégie était quoi? Faire accumuler l'hécatombe, le sang, un plus grand nombre de morts. Je ne vous ai même pas parlé de la fosse commune de Maluku. Je ne vous ai pas parlé de cela non plus. Ça se mêle de n'importe quoi. Comment vous expliquez que dans un pays comme la RDC, on se retrouve avec des fosses communes non identifiées? C'était tout à fait une autre démarche. C'était des indigents accumulés parce que la crise étant, il y a certaines familles qui avaient abandonné certains de leurs membres de famille, que l'opposition radicalisée en a voulu faire une matière ou une idéologie. Monsieur Dileka, lorsque vous parlez d'indigents et des familles qui abandonnent des morts, vous y croyez réellement à ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui? J'ai circulé en France et quand j'étais dans mon pays, je n'ai pas cru que je trouverais des indigents ici. Et il y en a même aux États-Unis. En combien plus forte raison notre pays qui vient un pays post-conflit? Pourquoi voudriez-vous que nous soyons, que je vienne ici pour vous dire que nous sommes au paradis alors qu'il y a des efforts à faire? Nous ne sommes qu'une jeune nation à peine 50 ans après l'indépendance. Regardez les pays de longue civilisation comme la France, là où ils sont. C'est ça ce qui devrait nous faire prendre conscience pour rétablir les liens affectifs entre vous, la diaspora, et la mère patrie. Mais lorsque vous vous comparez au Rwanda, au Sénégal et aux autres pays africains qui ont 50 ans également d'indépendance, un peu plus de 50 ans d'indépendance, mais qui paraissent avancer plus vite et mieux organisés que la République démocratique du Congo. Ne me faites pas opposer l'essor de pays qui sont portés
à bout de main par la pitié internationale à la situation de la République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas crier un incident ici. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Notre pays n'a pas, d'autres pays n'ont pas subi des sanctions comme nous. Vous parlez de pays à régression démocratique. Connaissez-vous un seul pays en Afrique centrale qui a des chaînes de télévision, qui a des stations radio comme en République démocratique du Congo? Allez en République démocratique du Congo, on insulte le président de la République matin, midi, soir, sans que les gens soient bastonnés comme on est en train de vous faire croire ici. Mais allez faire comme tel au Rwanda, allez en Ouganda, allez même au Congo Brazzaville, notre voisin. Nous sommes très avancés en matière de promotion de la démocratie. Mais vous êtes venu également communiquer ou essayer d'échanger avec la diaspora. N'oubliez pas non plus que plusieurs membres de la diaspora qui ont tenté de rentrer au pays se sont vus arrêtés à la frontière. Non, il faudrait faire... Je vous ai parlé de l'intox. Je connais aussi beaucoup qui sont rentrés, qui sont venus nous voir ici à l'hôtel avec qui nous sommes sortis. Mais la nuit, non, à la douane. Il faut... Alors, arrêter à la douane. Vous dites bien la douane. Oui, à la frontière, donc c'est la police de frontière. Quand vous citez douane, la douane n'arrête pas. Police de frontière. La douane n'arrête des gens. Police de frontière. Oui. Ben, la police de frontière, c'est peut-être par rapport à leurs papiers. Est-ce qu'on n'arrête pas les gens ici parce que les papiers sont sujets à caution? Oh non, il faut faire la part. Il n'y a pas, tout n'est pas que politique, monsieur. Quand vous rentrez peut-être avec de faux papiers, quand vous rentrez peut-être sans papier, mais votre police, la police de votre pays, pensez-vous réellement qu'un Congolais résident à l'étranger va aller séjourner au Congo avec des faux papiers? Bon, je ne dis pas qu'ils sont porteurs de faux papiers. Parce que vous citez des services et que je connais ces services-là. Quand vous êtes interpellé à la douane, ça n'a rien à faire avec votre carrière politique. Non, je vous ai parlé de la police des frontières. Même la police des frontières, mais nous avons chaque État a sa police des frontières. Et je vous dis, il faut faire la part des choses au lieu de les généraliser. Ce qu'on peut appeler des combattants qui décident finalement d'aller dans votre sens et de rentrer au pays et ils se retrouvent arrêtés. En quoi ces combattants ont fait pire que ceux qui participent aujourd'hui avec Joseph Kabila Kabange au gouvernement? Ne connaissez-vous pas? Est-ce que vous ne connaissez pas? Mais pourquoi cela sont Joseph arrêtés? Kabila Kabange est d'un humanisme sans précédent. Regardez quelques têtes qui sont aujourd'hui au gouvernement. Pouvez-vous vous imaginer? Ce sont des accords politiques. Voilà. Il n'y a pas d'humanisme dans cette affaire. Ce sont des calculs politiques. Et tout comme il y a aussi des présidents de certains États qui ne pardonnent pas, qui portent dans l'objet, les modalités de pratique de leur politique, c'est la rancœur et la vengeance. Mais chez nous, je vous dis, le président Joseph Kabila Kabange n'a rien de rancœur ni de rancune. Et je ne vois pas comment un combattant isolé qui déciderait de revenir au pays, je vous mets à défi, mettez-nous en contact avec tout combattant qui voudrait rentrer au pays, mettez-les en contact avec les communicateurs de la majorité. Nous allons plaider son cas, il va rentrer dans son pays. Il n'y a pas de raison qu'il soit bribé pour cela. D'accord. Monsieur Dileka, c'est la dernière question de notre émission qui est de vous demander d'essayer de nous définir ce que c'est que le Congo aujourd'hui en 2018, puisque nous sommes en janvier 2018. Qu'est-ce que c'est que le Congo, la République démocratique du Congo en 2018? La République démocratique du Congo en 2018 a besoin des esprits apaisés. C'est une année électorale. L'opposition avait mis pression sur le calendrier, sur la loi électorale. Ce sont déjà choses acquises. Nous avons fini par enrôler plus ou moins 45 millions de Congolais. Il y a des pays qui font les élections à moins d'1 million. Ce sont des avancées. C'est ce qui dénote de la volonté du président Kabila Kabange à organiser les élections, même si certains esprits faibles se focalisent sur une certaine haine contre le président de la République, alors que la Constitution règle son sort. Nous voulons en finir avec la contestation politique. Et la meilleure façon d'en finir, c'est d'organiser les élections démocratiques pour que le peuple se choisisse les dirigeants qu'il veut. Faire autrement les choses, c'est faire le putsch. Or, nous ne sommes plus du siècle où il faut promouvoir le putschisme.
Nous voulons consolider notre démocratie. Nous avons organisé les élections en 2006. Nous avons organisé les élections en 2011. On est un peu en retard, on n'a pas pourri notre République. Pourquoi aujourd'hui, alors que les conditions sont réunies, la communauté internationale se prononce déjà pour nous accompagner, même si d'autres pays auraient voulu instrumentaliser le processus électoral, nous sommes en train de croire que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est en train de réussir les processus parfaitement démocratiques pour laisser la reine du pouvoir à qui le peuple va choisir. Alors, merci M. Albert Dileka d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie à travers votre chaîne et je crois que le lien déjà est établi entre la diaspora et la mère patrie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci. Au revoir.